C'est l'esprit joyeux qui persévère. C'est l'esprit fort qui se débrouille au travers de 1000 difficultés, a dit Swami Sivananda. Mais peut-on être joyeux lorsque nous sommes différents? Peut-on être joyeux lorsque nous sommes atteints de déficiences intellectuelles? Définition, cause, impact, perspective. Tels sont les points que nous allons développer ce matin sur la déficience intellectuelle, un sujet qui touche de nombreuses personnes. C'est complexe, mais c'est important. Alors, je vous invite à vous joindre à moi pour cette discussion enrichissante. Je vous invite à ouvrir vos esprits. Je vous invite à mieux apprendre sur ce sujet afin de soutenir ces personnes qui sont atteintes de la déficience intellectuelle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous souhaite la bienvenue sur la Women First TV, la télévision des femmes. La déficience intellectuelle est un sujet qui touche de nombreux aspects de la vie, notamment l'emploi, l'éducation, la partie communautaire, la partie sociale. Il est très important de sensibiliser pour mieux comprendre cette condition afin de pouvoir participer au bien-être de ces personnes, de participer à leur inclusion, leur dignité et surtout leur bien-être. Alors, pour discuter de ce sujet aujourd'hui, j'accueille sur le plateau M. Lamine Gueye, qui est travailleur sociologue, que j'invite à prendre place. J'invite aussi Mme Hélène Ndiaye, que j'invite, qui est la présidente des parents d'élèves du CFD et qui est aussi manager. J'invite sur le plateau aussi Mme Awa Jong, qui est monitrice et entrepreneur. Et enfin, Mme Khadija Tousso Kamara, qui est aussi entrepreneur. Bienvenue sur le plateau. Mademoiselle Jong, Madame Kamara, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce plateau aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. Merci. Et je dis aussi merci à Monsieur Gueye et Madame Ndiaye d'être venus ce matin. Merci à vous aussi. Merci de l'invitation. Puis j'en profite en même temps pour saluer les téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne de télévision Women First. Merci beaucoup. Alors nous allons commencer par M. Gueye, justement. M. Gueye, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la déficience intellectuelle et quels sont les différents degrés de sévérité? Très bien. Alors, pour parler, pour définir un concept d'abord, définir un concept, comme on dit, c'est éclairer la problématique. Dans déficience intellectuelle, il y a le mot déficience qui signifie déficit, faiblesse, incapacité. Donc, c'est un terme qui remonte au début du XXe siècle et qui est né dans le milieu scolaire. Bon, ça sonne médical, mais ce n'est pas un terme qui est né dans le domaine de la médecine. D'accord. C'est un terme qui est né dans le domaine de la psychologie. Alors, ça remonte donc au début du XXe siècle avec les tests de Binet et de Simon. Binet était psychologue, Simon était psychiatre. Donc, c'est ce couple qui a forcé ce terme-là à travers ce qu'on appelle le QI, le coefficient intellectuel. Alors, dans le contexte de l'école, pourquoi? Parce qu'en France, à partir du Second Empire, c'est-à-dire dans la période 1850-1883, surtout avec les lois Ferry en 1883 surtout, on a légiféré pour l'école gratuite et obligatoire pour tous en France, en 1850 avec les lois Ferry. Donc ça crée ce qu'on appelle une massification des effectifs. Alors, cette massification des effectifs allait entraîner des complications scolaires. Parce qu'il y a des élèves qui n'étaient pas capables de suivre le rythme scolaire normalement. Alors c'est à ce moment-là que l'État français, donc je pense que c'est le ministère de la Défense, qui a demandé à Binet et Simon de voir, parmi ces enfants-là, quels sont les enfants qui étaient capables de poursuivre le rythme scolaire. C'est dans ce cadre-là qu'est né ce qu'on appelle le terme de déficience intellectuelle, parce qu'il y avait des enfants qui ne pouvaient pas suivre normalement le rythme scolaire. Maintenant, ces enfants-là présentaient des problèmes au niveau de la faculté de raisonnement et au niveau du comportement, ce qu'on appelle le comportement adaptatif. Il avait des problèmes pour interagir avec leurs camarades, il avait aussi des problèmes pour raisonner, pour verbaliser, etc. Donc, c'est ça. Ça dit que la déficience intellectuelle, c'est un trouble, un dysfonctionnement de la faculté cognitive en termes de raisonnement et de la capacité comportementale dans les interactions par rapport aux autres. Donc ces élèves-là, ce type d'élèves-là, étaient en retard mental. C'était un retard mental parce qu'ils ne pouvaient pas s'accrocher au rythme de l'école. Donc, mais ce n'étaient pas des élèves qui étaient exclus. Ils étaient dans ce qu'on appelle les classes de réadaptation pour les rééduquer, après aussi revenir dans le système normal. Voilà un peu camper
ce terme-là de déficience intellectuelle et son origine historique. En tout cas, je trouve que c'est assez clair. Maintenant, nous allons revenir un peu plus tard justement sur une partie que vous avez dit, justement, ils étaient exclus, etc. On va revenir dessus. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a plusieurs degrés? Évidemment. Évidemment. Il y a ce qu'on appelle la déficience intellectuelle profonde. Donc, c'est le QI inférieur ou égal à 70. Plutôt à 25, parce que c'est des intervalles. D'accord. C'est des intervalles, quoi. Il y a ce qu'on appelle la déficience intellectuelle profonde, la déficience intellectuelle sévère, la déficience intellectuelle modérée et la déficience intellectuelle légère. Maintenant, ça renvoie à des QI. Le QI, c'est le rapport entre l'âge mental et l'âge chronologique. Par exemple, un enfant de 7 ans peut avoir un comportement d'un enfant de 14 ans et vice-versa. Maintenant, la déficience intellectuelle profonde, c'est le QI inférieur à 25. Maintenant, la déficience intellectuelle légère, c'est le QI inférieur à 70. D'ailleurs, c'est les mêmes normes que l'OMS a repris d'ailleurs dans sa définition de la déficience intellectuelle. Voilà. Donc, c'est en termes de QI. Maintenant, profonde, c'est QI, je répète encore, c'est QI inférieur à 70. Donc, maintenant, il y a aussi sévère, QI, ou grave, QI, on a 25 à voilà. QI maintenant, comment dire, sévère, on prend 25 plus 15 parce que c'est des intervalles de 15 ans, ce qu'on appelle les écarts types. C'est des moyennes de 15. Tu prends 25 plus 15, ça te donne 40, donc QI sévère. Maintenant, QI moyen ou modéré, donc tu prends 25 encore plus 15, ça te donne, je pense, 40. Quelque chose comme ça, mais 55 plutôt. Maintenant, QI légère, c'est ce qu'on appelle déficience légère, c'est QI inférieur à 70. D'accord. Du coup, moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Donc, nous, en tant que parents, comment est-ce qu'on pourrait savoir que notre enfant a une déficience profonde, sévère, évidemment légère. D'autant plus qu'on n'a pas forcément d'appareil pour pouvoir mesurer ce qu'il y a. Évidemment. Mais le retard, un enfant qui fait 1 an sans pouvoir marcher, sans pouvoir être mobile, il a des problèmes. Un enfant qui fait 1 an sans pouvoir parler, il a des problèmes. Nous avons un retard mental, un retard psychomoteur. Donc, il faut aller se référer au psychologue ou au neuropsychologue pour le traitement ou la prise en charge. Parce que, vous l'avez dit, la déficience intellectuelle, ce n'est pas une maladie. Vous l'avez dit, c'est une condition, c'est une incapacité, c'est un état. Donc, un état, quand on dit, c'est évolutif. Donc, si la prise en charge est là, je pense que l'enfant, quand même, pourra redevenir un enfant tout à fait normal comme les autres. Justement, je me tourne maintenant vers Madame Camara, qui est justement maman d'une jeune fille qui est atteinte de TSA, mais qui a aussi le DI, donc la déficience intellectuelle. Est-ce que vous retrouvez un peu dans les propos de M. Gaye? Bien sûr, oui, je me retrouve dedans. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé avec vous dans le cas de votre fille? Moi, ma fille, je n'avais pas compris qu'elle avait... la déficience. Oui, c'est ça. Jusqu'à 18 ans, avec l'association des Mamans Soleil, je suis qu'elle est autiste. Là, on fait des tests, on avait fait des tests, mais moi, je savais que ma fille, ça ne va pas du tout. Depuis au bas âge, elle n'a pas pu marcher. Elle a marché à 1 an, 8 mois. Elle a commencé à marcher. À presque 2 ans. Oui, quand elle était aussi à la maternelle, petite section, on me disait que ma fille est sourde. La maîtresse me disait qu'elle est sourde. Il faut regarder ta fille, elle n'est pas normale. C'est ce qu'on me disait. Mais moi, je ne savais pas, parce qu'ici au Sénégal, on a des réalités. Bien sûr. Quand ton enfant est comme ça, on dit qu'elle est possédée. Mais quand elle m'avait dit qu'elle est sourde, je l'ai amenée dans des hôpitaux pour regarder. Elle avait aussi problème aux yeux. Donc là, je ne pourrais pas savoir. Quand elle a fait grande section, aussi la maîtresse m'a interprété en me disant que ta fille, là, il faut la amener chez les marabouts. Parce que celle-là, elle ne regarde pas les gens dans les yeux. Mais à ce point-là? Elle ne parle pas. On dirait qu'elle est seule. Chaque fois quand on parle avec elle, elle ne répond pas. Jusqu'à qu'elle a eu presque 18 ans. Même quand je l'ai frappée, elle ne pleurait pas. Ça m'étonnait tellement, ça me faisait mal au cœur. Je dis, comment
un enfant, on peut frapper un enfant, elle ne pleure pas. Oui, ça c'est Elle fait que des quasi cris, impossible. il n'y a pas des larmes qui sortent. Ah oui. Donc Vraiment. elle hurle, mais Oui. sans larmes. Oui, Comme si elle ne ressentait pas la douleur, c'est ça. Même dès qu'elle est malade, elle ne dit rien. Même quand elle était petite, hein, quand je la laisse ici assise, elle peut rester ici toute une journée sans pleurer. Même si elle est malade, elle fait que dormir. Elle ne pleure pas comme les autres enfants. Moi, je n'avais pas bien compris. Je dis que peut-être parce que c'est ma première fille et je ne connaissais pas beaucoup. Les parents aussi ont leur réalité, on dit qu'elle est possédée. Jusqu'à qu'elle est devenue grande. Hein. Mais à cause d'une maman, vraiment, je la remercie beaucoup. C'est à cause d'elle que ma fille a pu, maintenant en ce moment, faire beaucoup de travaux. Parce qu'elle avait peur du feu. Elle avait peur du noir. Elle a peur presque de tout. Elle ne bouge pas comme les autres enfants. Elle ne court pas comme les autres enfants. Et par rapport à la parole, est-ce que c'est facile pour elle, le langage, de s'exprimer Un peu. Elle est en retard par rapport à ses sœurs. Quand elle a, par exemple, 15 ans, on dirait qu'elle a 10 ans. Ah d'accord, ça c'est la DI légère, ça, ou bien? Oui. En fait, c'est des troubles de langage. C'est les troubles de langage. Les troubles de l'audition aussi, elle a dit qu'elle n'entendait pas. Elle jouait aussi avec les petites filles. Elle préfère jouer avec les petites que jouer avec même les grandes. Oui, qui ont le même âge que Oui, voilà. oui. Monsieur Gay, mais quand vous dites trouble de l'audition, Oui. ce n'est pas la surdité. Oui, mais... Ce n'est pas ça, oui, mais c'est apparenté. Oui. La déficience intellectuelle, c'est un tout. Hein. Ça peut être plusieurs signes. Hein. Comme Mme Canada l'a fait tout à l'heure, sa fille a des problèmes d'audition, a des problèmes de langage, mais aussi au niveau de son âge mental, elle n'est pas avec ses camarades. Oui. Elle est avec les autres. Voilà, donc, elle est âgée, mais elle préfère aller jouer avec les gamines qui ont un âge... Elle se sent bien avec les gamines que par rapport à ses... Les gamines qui ont un âge peut-être inférieur à son âge. Voilà, donc ça, c'est un paquet, hein. C'est un ensemble de signes, ce n'est pas seulement un signe clinique. Il y a plusieurs facteurs qu'on peut voir, comme d'autres facteurs qu'on ne peut pas voir. C'est des facteurs. Donc, c'est des facteurs qu'on peut voir, comme d'autres facteurs qu'on ne peut pas voir. Mme Canada a dit. Apparemment, sa fille a des problèmes d'audition, c'est un fait. Un retard mental, c'est un fait, parce qu'elle avait joué avec des filles, des fillettes, qui peuvent être ses petites sœurs, et elle a des problèmes d'audition, mais c'est un problème de sensibilité. Parce que le fait qu'elle la frappe et qu'elle ne réagit pas, donc, ça au niveau aussi de la sensibilité. Voilà. Ça Donc aussi, tout ça fait de la déficience intellectuelle. Parce que, bon, il y a le mot intellectuel qui frappe, mais ce n'est pas seulement la dimension cognitive, c'est la dimension comportementale. C'est tout le trouble cognitif, de la faculté cognitive, raisonner, verbaliser, mais aussi de la capacité adaptative par rapport aux interactions. Je vois. Mais Madame Ndiaye, est-ce que vous avez eu aussi ce genre de cas dans votre centre? Parce que vous êtes justement la présidente des parents d'élèves du centre CMD. On aura le temps d'en parler plus largement plus tard, mais est-ce que vous avez eu ce genre de cas comme Madame Camara dans votre centre? Bon, moi, j'étais au courant dès le début, parce que j'ai accouché à CTO avec le docteur Diaw. Lui, il m'avait expliqué dès le début. Ah oui? Oui, que tu avais un enfant qui n'était pas comme les autres enfants. Maintenant, il m'a dit, après la sortie, d'aller consulter les pédiatres qui sont à l'hôpital Dantec. Je suis allée là-bas, on m'a fait faire des analyses. J'ai fait des analyses, j'ai tout fait, et puis il était un peu maladif. Bon, dès le début, je faisais 2 jours, 3 jours à l'hôpital, tout le temps, chaque semaine, hospitalisation. Bon, c'était un peu, vraiment un peu fatigant, et j'étais tellement fatiguée avec l'enfant, et l'enfant aussi, lui, il ne bougeait pas. Lui, comme il pleurait un peu. Il était sage. Bon, même s'il a faim, ça, si tu ne le donnes pas, lui, il ne demande pas. Lui, il était sage. Mais moi, dès le début, je connaissais que mon enfant était malade. Mon enfant n'était pas normal. Maintenant, il a 21 ans, mais tous les 2 mois, tous les 3 mois, moi, je suis à l'hôpital. Je connais tout le monde à l'hôpital. Tout le monde à l'hôpital. Eh bien, Dieu merci, maintenant, ça va. Ça va, à cause de l'école, avec les camarades, avec les enfants. Vraiment, maintenant, Dieu merci. Il part à l'école? Il part à l'école, oui. Il part à l'école. Mais qu'est-ce qu'il fait comme études? Des travaux avec des papiers, on dessine,
On fait des oiseaux, mais pas comme les autres élèves quand même. D'accord. On se débrouille, bon, parce que l'école est à Grand Yoff, l'école s'appelle CEFDI. Bon, c'est comme on est abandonné avec nos enfants. Il n'y a pas de prise en charge suffisante pour l'école, pour les enfants. On va revenir dessus. Maintenant, j'aimerais bien passer à Mademoiselle Diong. Vous avez eu justement, vous êtes monitrice, hein, donc vous avez eu à prendre en charge plusieurs enfants. Est-ce que vous vous retrouvez dans tout ce que nous avons dit justement avec l'enfant dont vous aviez été en charge? Oui, parce qu'à une année, je venais de commencer après ma formation. Donc dans la structure où j'étais, on nous avait amené. Je l'ai trouvée là-bas quand j'ai commencé. Elle est venue une semaine avant moi. Mais le jour où je suis venue, je trouvais que la maman voulait la récupérer, la faire sortir. Parce que l'enfant n'était pas vraiment pris en charge. L'enfant n'était pas compris. Donc à l'époque, elle avait 6 mois. C'était une fille. Elle avait 6 mois. Donc on l'a laissée tout le temps dans une chambre à part parce que j'étais dans une crèche, une garderie. On ne s'occupait pas d'elle. Elle pouvait descendre des fois avec la couche pleine, tout ça. Et la maman était un peu découragée. Bon, quand je suis venue, on m'a présenté la fille. Et son cas m'a touchée. On m'a expliqué ce qu'elle avait et tout. Le soir, sa maman est venue, elle dit qu'elle veut récupérer sa fille pour retourner. J'ai dit non, tu peux la laisser. Je vais essayer de voir moi ce que je peux faire. Puisque j'ai suivi la formation, je pourrais peut-être vous aider. Alors que ce qui était paradoxal, c'est que sa maman, c'est une monitrice comme moi. Elle s'occupe d'autres enfants, mais les structures dans lesquelles elle est, on n'accepte pas ces genres d'enfants comme elle, ce qu'elle a. C'est paradoxal. Ouais, c'est vraiment paradoxal. Et ça la faisait mal. J'ai dit, bon, c'est pas grave, on va essayer de faire avec. Même pour faire manger à l'enfant, c'était compliqué. Parce qu'elle ne pouvait pas se débrouiller toute seule. Donc, il y avait une manière de mettre la cuillère dans sa bouche pour qu'elle puisse avaler. Il fallait l'aider pour tout. Pour s'asseoir aussi, elle ne pouvait pas, alors qu'elle avait 6 mois. À 3 mois, elle devait pouvoir commencer à s'asseoir. Elle ne pouvait pas. Donc, j'étais là à aider. J'étais plus concentrée sur elle que sur les enfants qu'on dit, entre parenthèses, normal. Donc, j'étais concentrée sur elle. Donc, comme elle a dit, hein, c'était tout le temps des cris. Quand elle était frustrée, quand elle n'avait pas ce qu'elle voulait, c'était crier. Donc, il y avait une manière de la tenir, de lui parler. Finalement, tu vois que 2 semaines plus tard, elle commence à évoluer quand même. Parce que moi, ce que je me dis, c'est que ces enfants ont besoin de beaucoup plus d'amour que les autres. Donc, si tu n'as pas de l'amour, si tu n'es pas patiente, tu ne peux pas t'occuper d'eux. Parce que moi, en fait, je n'arrive pas à comprendre comment ces enfants, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ne sont pas pris en charge de la meilleure des façons. Pourtant, ils ont besoin de plus de prise en charge. Et plus d'affection. De patience. Oui. Il y a 2 choses. Je pense que Mme Kamala, en termes de représentation, il y a ce qu'on appelle une représentation sociale du handicap, qui fait que quand ces enfants naissent dans une famille, de préférence, on préfère le cacher. Parce que l'handicap chez nous est considéré comme une malédiction ou un mauvais sort. C'est des enfants qui sont mouris entre guillemets. Alors, on parle en haut de l'enfant. L'enfant-là doit être retourné à la mort là où il vient. Parce que c'est un enfant qui n'est pas normal. Il y a des parents qui vivent ces expériences-là, donc ils sont obligés de retourner l'enfant au village. On va leur dire il faut le jeter, on le laisse, on l'abandonne et on retourne. Il y a des parents qui le font. Oui, moi j'en connais. Évidemment. Oui, j'en connais une qui a dû faire ça. On lui a dit que voilà ton enfant. Abandonner les enfants, abandonner. Moi j'ai eu de la chance. Parce que ma fille vraiment, depuis qu'elle était chez la maman là, elle prépare les repas maintenant, aujourd'hui même, c'est elle qui prépare chaque jour. Elle fait tout. Elle est propre, machallah, quand tu la vois vraiment. Même quand elle commence, elle cassait tout. Elle gâtait tout. Tout ce qu'elle tenait, ça tombait. Madame Camara, quels sont les défis donc, que vous avez eu à relever dans votre cas avec votre fille? Quels sont les défis, les réalités que vous avez eu à relever pour pouvoir l'aider à grandir comme ça, même si vous n'étiez pas au courant de ce qu'elle avait? Oui. Et contrairement à Madame Dia qui... Oui, moi, je n'étais pas au courant, mais je l'aidais. Mais comment? Je la donnais confiance, je l'écoutais.
Je voulais qu'elle parle avec moi. Je dis, c'est moi seule que tu devais parler. Tout ce qu'on t'a fait ou dit, il faut me le dire. Je vais te défendre. Toute une personne qui te touche ou qui fait quelque chose par moi, je peux la tuer. Je dis des choses. Elle a confiance. Tout ce qu'elle a, elle me dit. Mais avec la maman, je vois que ça ne va pas du tout. Ma mère me dit que celle-là, elle est possédée, il faut l'amener, il faut l'aider, il faut la soigner. J'ai dit, oui, maman, je vais le faire. Je dis seulement, maman, mais je vais le faire. Elle me dit, maman, moi, je n'ai rien du tout. Moi, je veux faire ça. Je dis, qu'est-ce que tu veux faire? Elle me dit ça jamais. Tout ce qu'elle veut. Mais si elle descend, je l'aime. Puisque je vois qu'elle aime la maman. Elle l'écoute aussi. Je me dis, la maman, si la maman était une traiteuse, elle fait des repas, donc je l'amène là-bas, je dis, il faut aider, c'est ta grande-maman, il faut l'aider. Là, dès le matin, elle va là-bas, la maman la montre comment faire, chaque jour. Elle a peur du feu, mais elle a dit, prends, fais comme ça, chaque jour, la même chose, elle répète ça, elle répète ça, elle répète ça. Donc, je préfère laisser là avec, mais les gens me disent, regarde là. Elle amène sa fille n'importe où, elle laisse sa fille travailler comme ça chez les gens. On ne la paye pas. À se développer parce que... Mais moi, je sais ce que je voulais. C'est ça. Aujourd'hui, elle prépare. Celle qui disait ça, on l'appelle devant, on dit à ta fille de venir laver les linges pour ma petite fille. Elle lave les linges, elle fait tout. Mais puisque j'étais seule, le papa n'était pas là. J'étais seule, j'avais 3 filles. Et un petit garçon. Mais vraiment, je me débrouillais, je me concentrais sur elle, même si elle n'a pas fait l'école. Je l'avais amenée dans un internat. Après, quand j'ai su qu'elle était un peu en retard, après, je l'ai récupérée. J'ai dit maintenant, elle ne va nulle part, elle va rester avec moi, auprès de moi, parce que je n'ai pas confiance. Même si elle dit qu'elle veut faire la couture. Des fois, c'est moi qui vais à l'école. On descend à 19h. Si j'aille, tu vois que les élèves sont en train de rire. Regarde, ta maman. De se moquer d'elle. Oui, on dit, regarde, ta mère vient te prendre. Donc, c'est la stigmatisation. Justement, par rapport à la stigmatisation, elle parle des moqueries, des railleries des autres. Même là-bas. Vous avez eu aussi ce genre de problème-là? Non, moi, mon enfant, dès le bas âge, je l'ai traité comme un enfant normal. Très bien. Je faisais tout, je sortais avec lui, faire des sorties, aller à la plage, dans les jardins publics, je faisais comme un enfant normal. Et lui, il s'adaptait trop vite. Et il aimait voir les gens, jouer avec les gens. Lui-même, il sortait, il n'avait pas de problème. Et moi aussi, comme on était seuls, tu sais, la malchance de ces enfants-là, ils sont toujours abandonnés avec leur maman. Ils sont toujours abandonnés. Maintenant, moi, comme il n'y avait pas son papa, j'étais toute seule avec ma fille aînée. On faisait tout le temps comme s'il c'était un enfant normal. Il partait à l'école, il jouait, il faisait tout. Et le malheur en est qu'il était un peu maladif. Tout le temps des malades, tout le temps à l'hôpital. Mais à part ça, moi je faisais comme un enfant normal. Et ça a continué jusqu'à maintenant. Tu le vois, tu crois qu'il est normal, or qu'il a des problèmes. Il joue avec ses camarades, avec les grands, il sort. Mais c'est bien parce qu'il n'a pas eu à subir ces stigmatisations. Non, lui, il est aimé. Mais c'est quand même réel. C'est réel, ça c'est réel. Même à l'école, là où ils sont, à l'école, il y a des enfants qui sont vraiment fatigués. C'est un degré. Il y a des enfants qui sont tellement fatigués, qu'ils ne savent rien faire. On fait tout pour eux. Il y a des enfants là qui s'occupent d'eux-mêmes. Mais c'est tellement... Ils sont tellement abandonnés avec leur sort, or que ce sont des enfants qu'on devait aider. On devait aider. Mais c'est vraiment doux. C'est malheureux. Mais bon. Monsieur Gué, mais à part les moqueries, à quel genre de stigmatisation ces enfants sont confrontés? Oui, mais je pense que Madame l'a dit tout à l'heure, je pense que l'environnement surtout. Il y a aussi la communauté, la famille. Ça part de là-bas d'ailleurs. Ah oui, c'est la base. C'est la base. Parce que la reproduction sociale, je l'ai dit, elle est importante, elle est déterminante. Parce qu'on considère ces enfants comme des enfants normaux.
Hein? Quand on dit par exemple l'enfant qui a été, par exemple, l'enfant qui a atteint de ce qu'on appelle la trisomie 21, ou l'enfant qu'on appelle le Domodial, l'enfant victime de polyhandicap, là, j'ai oublié le terme. Et tétraplégique? Tétraplégique, c'est le terme. Mais on considère comme des Domodial, des enfants qui ne sont pas normaux. Et ils suscitent la crainte. Vous le voyez venir et puis voilà, vous retournez aussi, vous cachez ce que vous passez. Donc il y a tout cet environnement qui est un environnement presque à la limite hostile, dans lequel évoluent ces enfants-là et leur maman. C'est leur maman seulement qui intéresse ces enfants-là. Parce que ça, c'est un fait au niveau de la représentation, la représentation sociale qui est négative, hein, mais aussi au niveau du système sanitaire. Il n'y a rien qui est prévu pour ces enfants. Mais justement, je voulais demander ça. Au niveau du ministère, il y a une direction de la protection et de la promotion des personnes handicapées. Mais vous allez dans les hôpitaux, c'est un désert. Il n'y a rien qui est fait pour accueillir ces enfants-là. Ce qui fait que la maman est seule, voilà, elle se débrouille. Alors, à cause de ces enfants-là, pour les prendre en charge, il faut deux choses. Ce n'est pas une maladie, encore une fois. C'est un état, c'est une condition, vous l'avez dit. C'est ça. Il faut être respectueux. Il ne faut pas les inférioriser. Il faut être patient parce que c'est des enfants qui développent des lenteurs dans la façon de Moi, j'aime pas l'expression « ils ne sont pas normales ». Au fait, ça joue aussi sur le QI de l'enfant. Donc, il a besoin d'être inséré. Il est normal. Il faut mettre dans sa tête qu'il est normal. Donc, c'est vrai, il a peut-être des déficiences, ok, mais il est normal. Parce que dès qu'il se dit non, on dit que je ne suis pas normal, ça peut amener une autre tournure dans sa tête. Et ça peut freiner ses progrès. Oui, c'est ça, c'est vrai. Donc il faut l'aider avec patience. Tu peux faire comme les autres. Tu peux faire comme les autres. Et là, tu l'aides. Comme Mme Camara l'a dit tout à l'heure, l'insérer dans la société. Il faut l'insérer dans la société pour qu'il sache que il a de l'utilité, il peut faire quelque chose. Mais est-ce que ça, c'est un moyen, par exemple, de faire face aux stigmatisations? Vous, par exemple, comment vous avez fait pour l'aider face aux moqueries qu'elle percevait? C'est moi qui va parler avec les enfants. Dès qu'elle vient, elle me dit, maman, aujourd'hui, celle-là, elle m'a fait comme ça à l'école. On est en train de prendre ce que j'ai amené ou bien de me pousser. J'aille chez la parent de la fille, j'explique, je dis d'arrêter. Si jamais on me connaît là-bas, je peux dire que je suis populaire puisque je suis une formatrice. Donc on sait ce que je suis capable de faire. Là, je lui dis, si vous n'arrêtez pas, je vous porterai plainte. Moi, c'est ce que je dis. Même ici, chez moi, il y avait une dame là qui l'avait frappée. Je dis, si jamais vous la touchez, voilà, je le jure, on va vous mettre en prison. Et ça, il n'y aura pas de retraite, plainte ni quelque chose comme ça, parce que ce n'est pas moi. Il y a une association qui gère ma fille maintenant. Si jamais vous la touchez, c'est comme ça. Après, on dit arrêtez. C'est là sa maman. Il faut prendre des après, les élèves vont parler entre eux. C'est ça, oui. Moi, j'aille jusqu'à l'école et je parle avec le responsable. Je dis, il faut interdire, même si c'est un prof qui fait quelque chose, j'aille là-bas et elle voit que je la défends. Elle aussi, elle se défend elle-même. Elle exige aussi qu'on la respecte. Ça, elle le fait. Elle sait se défendre. Elle me dit, maman, des fois, arrête, s'il te plaît, n'aille pas là-bas. C'est moi qui vais me défendre. Je vais me défendre. Maman, s'il te plaît, ne cesse pas de bagarre. Laisse-moi, je vais gérer ça à ma manière. Tu peux le gérer. C'est ça. Parce que je la donne confiance. Je vais rebondir sur ce que Mme Dionga a dit tout à l'heure en termes de normes. Quand on parle en termes de normes, c'est la norme est un discours dans la société. Le handicap, ça renvoie à une situation. Mais comme nous sommes dans une situation qui fait en termes de normes, mais qu'est-ce que c'est que la norme? C'est ce qui est par rapport à ce qui doit être. Mais non, c'est la différence. Nous sommes différents. Exactement. Nous sommes 8 milliards sur la Terre, mais nous sommes différents. Au niveau des jeunes, de nos façons de voir, de nos façons de penser, de réfléchir. Exactement. Donc, c'est des enfants qui sont différents, mais voilà, je comprends la préoccupation sémantique de Mme Diong. On doit parler d'enfants différents. Et si tu diffères de moi, comme disait Saint-Exupéry, loin de me léser, tu m'enrichis. Il faut dire que c'est une situation qu'on prend en charge, au niveau de la famille comme au niveau de l'hôpital, à un degré moyen même au niveau de l'hôpital. Si la communauté prend en charge cet enfant-là de façon adéquate, c'est-à-dire qu'en respectant cet enfant-là, en disant qu'il est différent, mais il est comme nous, je pense que le problème est réglé à 90%. Oui. Mais Mme Day a parlé de prise en charge, de manque de prise en charge. Vous êtes justement dans un centre.
Expliquez-nous un peu c'est quoi ce centre, ce que vous faites pour ces enfants-là atteints de DI. DI, c'est la déficience intellectuelle. Oui. L'école se trouve à l'intérieur de Talibou Dabo, à l'intérieur. Ah, d'accord. Même structure, mais à l'intérieur de Talibou Dabo. C'est deux écoles différentes. Mais les enfants, ils sont abandonnés avec leur maman. Et tout seulement, on s'occupe des enfants. L'école a besoin de transport pour les enfants parce qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas entrer dans des bus. Oui. Ils ne peuvent pas. On a cherché un car pour transporter les enfants. Les enfants, ils restent là-bas jusqu'à 14 h. On a un cantine là-bas. On se débrouille toute seule avec les enfants. Et on a presque 100 et quelques élèves dans cette école-là. Il n'y a pas de prise en charge qui vous... On n'a vu personne. À part ces temps-ci, il y a une association qui s'appelle Nour, qui vient nous aider à amener des condiments, des provisions pour les enfants. Bon, mais c'est difficile parce que des fois les enfants ne peuvent pas aller à l'école, manque de transport. Des fois le bus ça tombe en panne, ou bien on a des problèmes, des difficultés pour acheter du carburant. Tout ça, des fois, on veut amener les enfants, mais on ne peut pas. Mais en plus, ils ont des besoins précis aussi. Oui, évidemment. Oui. Spécifiques. Oui, spécifiques, voilà, spécifiques. Spécifiques pour tous les personnes en handicap. C'est au niveau de la personne, il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de soutien, vraiment, il n'y a pas de soutien. C'est ça, Pas de Il n'y soutien. a pas de campagne. C'est dur. Et il n'y a pas assez d'enseignants aussi pour les enfants. On doit soutenir, c'est Vraiment. chez nous. Donc, c'est toujours là. Dans les classes, normalement, on devait avoir 2 ou 3 enseignants pour les élèves là, parce que ce n'est pas facile avec ces enfants. Vous, dans votre centre, vous êtes combien, enfin, ils sont combien ces enfants atteints de DI? À peu près 100 élèves. Hein. Et donc, pour combien d'enseignants, d'éducateurs spécialisés, etc. Est-ce que ce n'est pas 6 ou 7 enseignants? Là, Nous sommes obligés d'aller prendre des aides, des gens qu'on prend pour aider les enseignants. Des bénévoles, quoi. Des bénévoles pour aider les enseignants. Parce que des stagiaires, les enfants ont besoin non seulement pour changer. Il y en a qu'on doit changer des couches, nettoyer, donc, donner à manger. Ils ont besoin aussi justement de couches, des vêtements, à donner à manger, pour les aider à se déplacer. Tout ça dans l'école. Et nous sommes laissés en rade. On ne voit personne pour nous aider. Vous m'aviez dit aussi que vous avez aussi passé beaucoup de temps aussi dans les hôpitaux. Ou bien Oui, même moi, ma fille, elle est malade. Elle est toujours malade. Mais je crois qu'on dirait qu'elle ne sent pas les douleurs. Mais est-ce qu'il y a une prise en charge médicale qui est gratuite justement pour ces enfants? Oui, moi j'en ai avec les Mamans Soleil, l'association des Mamans Soleil. La présidente s'appelle Adama. Oui, Adamanda, on a eu une émission. Adamanda, oui, c'est elle qui gère ça vraiment en ce moment, alhamdulillah. Peut-être qu'on va nous mettre en contact avec la maman. C'est elle qui va prendre toutes les charges. On fait comment dirais-je, gratuites, des consultations gratuites avec les enfants. C'est Adamanda qui gère tout. On a aussi une maison jaune qu'on est en train de construire. Oui, c'est ça, pour enfants soleil. Pour les enfants soleil. Il y a les trisomie 21, il y a les... Les IMC, tout ça. Les TSA, etc. J'aurai l'occasion de faire connaissance avec la maman. Oui. Parce que moi, mon enfant, il est diabétique, il se soigne. Il est diabétique. En plus de ça, il est diabétique. Est-ce que vous avez une prise en charge? Bon, à l'hôpital Abass Ndao, oui. On nous a donné, avec la carte d'égalité des chances. Oui, avec la loi sur l'handicap là. Oui. Elle est asthmatique. Elle a aussi la drépanocytose, ma fille. Mais avec la carte, tu peux faire entrer l'enfant pour aller se faire soigner. Mais les analyses, tu payes. La carte n'est pas valable pour les analyses et autres. Les analyses sont plus chères. Sont plus chères. Oui. Comme il est diabétique, tout le temps il faut des analyses. Tout le temps il faut des analyses. Après, je ne sais pas s'il prend d'insuline, mais... Il prend l'insuline. Ça aussi. Il est dépendant. Il prend l'insuline. Il est dépendant. Ça aussi, ça coûte. Ça coûte. Moi, c'est qui m'aide tout le temps contrôler, piquer, bon.
C'est douloureux, mais bon, on fait avec. Je pense qu'il faut travailler en synergie. Je pense que Mme Kamala l'a dit, je pense qu'il faut travailler en synergie. Parce que si les forces sont éclatées de part et d'autre, je pense qu'on ne verra rien du tout. Il faut travailler en synergie et comme ça, vous pouvez, au niveau de l'État, positionner en tant que lobby pour que ces enfants-là soient pris en charge. Alors, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission « Et si on en parlait » et nous parlons d'un sujet qui est assez complexe mais très important sur la déficience intellectuelle. Et pour discuter, nous sommes sur le plateau avec justement quatre invités qui nous parlent en profondeur de ce sujet. Mademoiselle Jong, Madame Camara, Madame Dia et Monsieur Gaye. Alors, Mademoiselle Jong, vous avez voulu rajouter quelque chose? Oui, je voulais rebondir sur ce qu'elle a dit. Donc, dans le restructure, elle dit qu'ils ont à peu près 100 enfants qui sont différents. Donc, et ils ont 6 personnes pour prendre en charge ces 100 enfants-là. Donc, je trouve que c'est le moment de lancer un cri de cœur pour pouvoir former déjà des personnes qui pourront aider ces enfants, parce que, imaginons 6 personnels pour 100 enfants, c'est pas suffisant. Parce que moi, dans les structures où j'étais, il y avait une seule enfant qui était comme ça, les autres étaient normales. Mais vous imaginez le travail que ça prend. Elle a besoin d'être suivie tout au long de la journée. Donc, on peut dire que chaque enfant différent a besoin d'une personne pour l'aider tout au long de la journée. Donc, l'effectif n'est pas suffisant. Donc, c'est un cri de cœur pour qu'on puisse former des gens et que aussi les gens puissent se rapprocher pour être formés, pour pouvoir prendre soin de ces enfants-là parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin d'être pris en charge. Maintenant aussi, pour ce qui est des structures qui s'occupent d'eux, parce que des fois, il y a des structures scolaires ou des crèches qui ne veulent pas prendre en charge ce genre d'enfants. Ils refusent de le faire. Donc, si c'est ça, comme elle l'a dit, elles sont laissées avec leur maman. Ce qui amène des fois qu'on va voir que les enfants vont traîner dans la rue. Ils sont délaissés à eux-mêmes, abandonnés, et ce qui fait que leur état va s'aggraver. Mais est-ce qu'il n'y a pas de centre spécialisé pour Ils ne sont pas nombreux. Elle a parlé de centre Talib Dabo. Oui, et il y a le centre, il y a un autre centre qui est à l'extérieur. Il y a des centres Aminata Mbaye privés aussi. Aminata Mbaye. Il y a Aminata Mbaye. Justement, la directrice devait être avec nous aujourd'hui. Voilà. C'est vrai que dans la prise en charge du handicap, pour ces enfants, pour ce type d'handicap déficient intellectuel, il n'y en a pas. Au Sénégal, peut-être c'est 3 types sensoriels, moteurs et sensoriels et moteurs surtout qui sont pris en charge. Par exemple, Dabo, c'est CMC, etc. Il y a aussi verbotenal, les auditifs, les sourds-muets, et INEFJA de Thiès pour les non-voyants. D'accord. C'est tout type d'handicap-là qui sont pris en charge. Alors que ça, c'est plus profond. La c'est plus profond. Ça exige une prise en charge pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, psychologue, médecin, même kinésithérapeute, orthopédiste, tout ça. On a ça. Donc, la prise en charge, c'est vrai qu'elle a un coût, mais elle n'est pas impossible. Elle a un coût, mais elle n'est pas impossible. Il y a des enfants qui quittent Keur Massar, refusent pour venir à Grand Yoff. Guédiawaye, partout pour venir à Grand Yoff. On est obligé de préparer parce que tu quittes ici Grand Yoff 14h30, 15h avec l'enfant pour arriver à 19h. Et l'enfant doit manger. On est obligé tout le temps de préparer, tout le temps de faire quelque chose pour ces enfants-là. Mais moi, je me demande alors, comment est-ce que, si déjà à cette base-là c'est difficile, comment se passe l'insertion professionnelle de ces enfants? Est-ce que c'est facile pour eux d'avoir du travail? C'est compliqué. Hein? Par exemple, votre fille aime la couture. Est-ce que ce sera facile pour elle de travailler dans un salon de couture? Oui, en ce moment, elle m'a dit qu'elle veut faire l'école aussi. Vous savez quoi? Elle écrit, elle parle français. Moi, j'ai dit, où tu as appris ça? Mais elle parle français. Quand j'étais l'autre jour à sa consultation, elle parlait, mais elle écrit aussi. Elle me dit, maman, en ce moment, je veux étudier. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais elle veut faire la couture, mais elle a peur du bruit. C'est ce qui me
Oui, il a développé des phobies. Il a développé des phobies qui font partie aussi de ces déficiences intellectuelles-là. Elle me dit chaque fois, moi j'ai peur, maman. Avec la machine, j'ai peur. J'ai peur. C'est pour cela, quand elle va là-bas, elle n'écoutait pas. Des fois, peut-être ce sont ces, je ne sais pas, crises ou quelque chose comme ça. On m'a dit, on a exclu ta fille. J'ai dit, ah, c'est pas grave, j'ai récupéré ma fille. Donc, mais votre fils, par exemple, lui, il fait des travaux. Est-ce que ce sera facile pour lui d'être inséré dans une entreprise, dans un, je sais pas. Lui, il aime quelque chose comme des scooters. Il aime allumer les voies, allumer des scooters qui faire. Il est comme un mécanicien. La mécanique. C'est la mécanique. Voilà, il aime la mécanique. Comme il a tout le temps des copains qui ont des scooters, des voitures. Il aime se balader. Lui, il aime ça. Bon, on voulait faire ça à l'école. Menuiserie, mécanique, mais on n'a pas les moyens. Il faut de l'aide, il faut du soutien. C'est ça, on n'a pas ça. Moi, ma fille aussi, elle aime faire la perlage. Elle sait faire ça aussi. Coudre avec l'aiguille, les perlages. Elle aimait ça. Quand l'école a fermé, on l'avait amenée. Elle faisait les stages. Mais elle faisait ça. Elle était chaque jour, maman, dépêche-toi, s'il te plaît, amène-moi. Mais elle ne reconnaît pas les ruelles. Ça aussi, elle a un problème. Elle ne connaît pas l'argent. Même si tu l'envoies, elle a 19 ans. Mais si tu l'as dit d'aller au marché, à cette size, elle a dit non, maman, parle. Non, je ne peux pas capter tout ça. Elle ne peut pas capter tout. Ça aussi, j'ai ce problème, moi, avec ma fille. Pour rebondir sur ce qu'elle a dit, ça dit que là, elle fait défaut. Pour ne pas dire elle est quasi inexistante. Il faut qu'on le dise. Parce qu'en 2010, il y a ce qu'on appelle la loi sur la promotion et la protection des personnes handicapées, la loi de 2010 là. On a voté sur un grand prix là. Mais cette loi-là, il y a en fait un article de cette loi-là qui dit que 15% de l'emploi de la fonction publique doit être réservé aux personnes en situation de handicap. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Sur le terrain, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, ils sont obligés de faire du bruit pour se faire entendre. Alors qu'en France, vous allez en France par exemple, si vous avez voilà, ça vient de la France, où il y a la loi handicap de 2005, il y a ce qu'on appelle des postes réservés. Des postes réservés. C'est-à-dire que le standard 10, il y a des emplois qui sont typiquement réservés aux personnes en situation de handicap. En fait, ce n'est pas des partis pris, mais c'est de la discrimination positive. Alors, dans le privé, si vous employez des personnes handicapées, au niveau des impôts, on fait ce qu'on appelle un rabattement fiscal. Vous allez payer moins. Donc, ici, il n'y en a pas. C'est purement politique et politisé, mais vraiment, il n'y en a pas. Il faut se désoler de ça. Mais il faut travailler en synergie quand même pour que les lignes bougent. Et c'est compliqué, hein, parce qu'on était en train de parler tout à l'heure de la prise en charge scolaire. Si la prise en charge scolaire est compliquée, donc la prise en charge professionnelle aussi va être compliquée. Ça va de pair finalement. Ouais, ça va de pair. C'est linké, c'est un ensemble qui va, c'est un ensemble qui va avec. Donc, il faut que déjà ils soient scolarisés, qu'on essaye de les donner aussi des formations professionnelles à leur niveau intellectuel et pouvoir maintenant les insérer dans la société par rapport au travail. Mais il faut aussi déjà que la mentalité de la société change par rapport à ces enfants-là. Parce que sinon aussi, là où ils vont aller travailler, ce sera comme à l'école et dans la société. Donc il y a ce besoin de sensibilisation et de pouvoir aider les gens à comprendre que ce n'est pas une maladie, comme on est en train de le dire depuis tout à l'heure. C'est une condition. En fait, c'est une déficience, comme le mot l'indique. Donc, ce sont des enfants, encore je vais le répéter, qui sont normaux. Donc, ils ont le droit à une vie normale, à être insérés dans la société, à être considérés comme des personnes normales. Moi j'avais une question, je ne sais pas, souvent on dit qu'il y a la journée de l'autisme, la journée de la trisomie 21, la journée de la maladie de Parkinson, il y a aussi la journée des DI. Des deux. Bon, j'ai pas entendu parler. Pas à ma connaissance. Voilà. D'accord.
Alors, on a parlé... Mais il y a la journée, le 3 décembre, il y a la journée des personnes handicapées qui a été décrétée le 3 décembre. Le 3 décembre. On le met dans le lot peut-être. J'ai l'impression. D'accord. On a parlé de la vie au travail, la vie à l'école, etc. Mais j'avais une autre question, et la vie amoureuse. Est-ce que justement les enfants atteints de DI ont cette chance, ou bien est-ce qu'ils peuvent aussi se mettre en couple, avoir des enfants qui seront normaux? En fait, je ne veux pas dire normaux parce qu'on est tous normaux. On a juste cette petite différence-là, donc différence, mais pas normaux. Ils sont normaux. Différents. D'accord. Voilà, donc différents. Voilà. Docteur, allez. Oui, mais en fait, c'est des personnes humaines, hein, voilà, ils ressentent ce que vous ressentez. Hein. Donc moi j'ai vu en tout cas des personnes de handicap épouser qui sont comme non-voyants, épouser des femmes, comme on dit, gatiares, des femmes qui ne sont pas aveugles. Hein? Donc là, du coup, ça dépend maintenant. Peut-être la personne à qui peut-être elle est en relation, qu'il soit une femme ou un homme, à ce niveau-là, le problème ne se situe pas là, mais aussi au niveau de l'entourage maintenant. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a toujours des préjugés. Il y a des préjugés. Par exemple, en Europe, je me dis, il n'y a pas de souci à pouvoir. Mais non, mais ici, est-ce qu'il n'y aura pas de préjugés justement à vouloir même peut-être donner sa fille en mariage à un jeune homme atteint de DI, ou bien donner, je ne sais pas. Il y aura des préjugés. Les gens vont dire que non, pourquoi tu donnes ta fille à une personne qui est atteinte de déficience intellectuelle? C'est l'entourage. Et moi, j'ai une question. Est-ce que la déficience, contrairement à ce qu'on pense, est-ce qu'elle est héréditaire? Ça peut être là comme ça peut pas être le cas aussi. Parce que c'est au niveau des gènes. C'est-à-dire que, en fait, quand on parle de déficience intellectuelle, en fait, on dit que les causes ne sont pas connues. Mais il peut y avoir des facteurs. Madame l'a dit, son enfant c'est à la naissance. Donc c'est héréditaire. Donc c'est héréditaire, oui. Donc ça dépend. Hein. Ça peut être héréditaire, ça peut être environnemental, ça peut être lié à des traumatismes à la naissance. Mais est-ce qu'il y aura aussi un problème? Est-ce que c'est peut-être lié à un problème durant la grossesse, ou bien des médicaments qui ont été pris? Des fois, bon, peut-être qu'il va me rectifier un peu, je ne suis pas médecin. Non, vas-y. Des fois, c'est des problèmes liés à l'accouchement. Des fois, si le travail durant l'accouchement, ça prend du temps, il y a des complications. Ce qui peut amener que l'enfant naît avec une déformation au niveau de la tête, une déformation avec le bras. Et des fois, si c'est encore plus grave, ça peut atteindre l'intellect. Donc des fois, il y a des gens, tu peux avoir une grossesse normale, il n'y a pas de problème, les échographies ne montrent rien, et à l'accouchement, il y a des problèmes. Et là, c'est le personnel médical qu'on interpelle. Parce que des fois, il y a des femmes enceintes qui vont à l'hôpital, ils ne sont pas prises en charge. On te dit, voilà, ce n'est pas encore le moment d'accoucher, on te laisse là, on te laisse là, et puis tu accouches toi-même. Tu n'as pas d'assistance. Apparemment, c'est vrai, c'est ma première fille. J'étais à l'hôpital, on m'a dit, mais regardez celle-là, il n'est même pas le temps, il faut rentrer chez toi. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai accouché dans la chambre. Donc ça, tout c'est seul. des complications. J'ai dit, la dame, appelle ma maman, elle va m'aider. Et j'ai accouché entre deux enfants qui dormaient. L'autre dormait ici, et c'était ma première fille. J'ai accouché là-bas. Et c'est ma maman qui m'a aidée. Ça, c'est le traumatisme congénital. Ça peut être aussi facteur de DI. Des sages-femmes, des fois, quand tu viens, on te dit que ce n'est pas encore l'heure. Il faut rentrer. On te dit. Alors, dis donc. Mais moi, ma fille, quand tu la regardes, tu ne dis pas qu'elle a des problèmes. Mais quand tu parles avec elle, tu sens qu'il y a quelque chose. Oui. Monsieur Gué, mais comment est-ce que les personnes atteintes de DI, elles peuvent militer pour leurs droits? Il faut qu'elle s'organise d'abord en association, qu'elle se fasse connaître comme toutes les associations super handicapées. Et puis voilà, aidée par la communauté et leurs parents, normalement qu'elle dépose des doléances ou qu'elle fasse le plaidoyer au niveau de qui de droit, c'est-à-dire que l'État, pour que vraiment les lignes puissent pousser à ce niveau-là. Je pense que c'est le seul levier sur lequel il peut compter pour quand même faire bouger les lignes. C'est ça, parce que Mme Diaye aussi, elle est du centre. Mais on voulait faire des marches. Oui. Mais on a tapé sur toutes les portes. Tout le temps, des promesses. Des promesses. On te dit, on va vous régler des audiences pour voir les ministres. Mais tout le temps, des promesses. Tout le temps, des promesses. Maintenant, on voulait organiser aussi des marches
Mais il y a peut-être des fois le directeur nous dit non, vous êtes des parents, on va vous mettre en prison. Est-ce que c'est sûr avec vos enfants là? Mais on voulait organiser des marches avec les enfants là. Mettre les enfants devant et nous derrière. Mais c'est difficile. Tu sais, à l'école, même les enseignants, ils nous aident avec les enfants là. Tu vois, une enseignante aller laver un enfant et revenir un enseignant. Aller laver, ou bien une enseignante qui va changer des couches. Mais on voit du tout là-bas à l'école, du tout. Mais bon, c'est dur quand même, c'est dur, hein, c'est dur. Des fois, on croit qu'on est laissé en rade, oublié avec nos enfants. Hein. Nous, on a de la chance avec les Mamans Soleil. On s'est organisé en association. On a pris les enfants qui ont de 15 ans de plus, on les a insérés dans un groupe, et les petits-enfants aussi là-bas. On a aussi organisé une association, mais aussi un GIE. On a dit le GIE des Mamans Soleil. La GIE, je suis la secrétaire générale là-bas. Et c'est moi qui forme les femmes à faire des savons liquides, des savons et des lave-mains, des produits pour vendre ça et aider nos enfants aussi. Là, nous, on a de la chance avec les Mamans Soleil, mais on les invite aussi à venir. D'accord, je pense qu'après l'émission, on pourra échanger. Maintenant, là, ce que j'aimerais demander justement, c'est est-ce qu'il y a des traitements pour les enfants, est-ce qu'il y a des avancées, des progrès qui font qu'on peut guérir? Je dis guérir parce qu'après tout, c'est une condition, mais faire que cela puisse finir, disparaître. Est-ce qu'il y a des avancées pour ça? Parce que des fois, je lis quelques avancées, des thérapies spécialisées, etc. etc. Par exemple, au niveau de la France, par exemple, en ce qui concerne la déficience héréditaire, il y a des manipulations génétiques. Ah oui? Oui, en France, bon, j'ai vu une vidéo récemment, mais les manipulations génétiques, c'est toujours dangereux. On ne sait pas ce que cela produit. C'est vrai. Parce que si, par exemple, un enfant à travers l'échographie, par exemple, on dit que c'est un enfant potentiellement trisomie 21, on va essayer de faire des modifications au niveau de cette gène-là. Bon. Voilà. Maintenant, avec les ça, conséquences qu'il y a. C'est risqué quand même. Oui. C'est risqué. Oui. Mais il n'y a pas de... En fait, c'est pas une maladie, c'est un état. Donc, c'est un accompagnement à vie. C'est un accompagnement permanent. Ah, oui. Il n'y a pas de soins comme ça. Là, puis voilà, on soigne les délégués. Non, non, c'est un accompagnement à vie. Et cet accompagnement-là, ça passe par la prise en charge. Ça, bon, les parents ne peuvent pas, ça en Afrique, ici au Sénégal, les parents ne peuvent pas faire ça à la prise en charge. Donc il faudrait aussi que l'État y mette quand même 10 siens. Vraiment, ils mettent vraiment, comment dirais-je, 10 siens, comme on dit, pour essayer aussi d'accompagner les parents. Je pense que les parents ont besoin seulement d'accompagnement, mais le plus gros du travail, la prise en charge à 90%, c'est les parents. Pourtant, ils ne viennent que pour, de façon symbolique, essayer quand même d'appuyer les parents. Cet accompagnement, il est permanent. Donc c'est un enfant qui nécessite quand même un traitement à vie. D'accord. Et là, on a parlé de l'école, du travail, de la vie amoureuse, mais et au niveau du divertissement, Madame Ndiaye. Comme vous avez dit tout à l'heure, j'ai gardé ça en tête, vous l'amenez souvent à la plage pour qu'ils puissent se divertir un peu. Quoi d'autre? Bon, les enfants, ils aiment jouer, danser, surtout danser. Même à l'école, des fois, on met de la musique, on achète des bonbons, des boissons, on partage avec les enfants, on met un peu de musique. Ils aiment jouer, ils aiment danser, vraiment. Mais bon, ce sont des enfants quand même, ce sont des enfants. Et ils sont tellement aimés, parce que ce sont des enfants qui sont tout le temps... Ils sont fermés sur eux-mêmes. Affectueux. Et vous, par rapport au divertissement? Moi aussi, ma fille, elle aime chanter, danser avec les petits, dire aller à la plage. Des fois, elle me dit d'aller acheter des glaces. Maman, il faut qu'on aille là-bas à la plage. Parce qu'il y avait une de mes amies, c'est elle qui les amenait à la plage. Des fois, moi aussi, je l'amène. Ou bien sa petite sœur.
mais elle aime sortir. Des fois, elle me dit, maman, pourquoi quand tu vas dans les foires, tu ne m'amènes pas et tu amènes que mes petites sœurs? Pourquoi tu fais ça? Je dis, c'est pas grave. Tu sais, si j'ai et je vends, tu ne comprends pas l'argent. Elle me dit, je peux venir rester et regarder les gens. Après, la prochaine, je l'amène. C'est ça. On organise des sorties aussi. Mais elle veut sortir, surtout. Chaque fois, elle veut sortir. Même hier, elle me disait... Avec Magic Land, oui, elle va aussi, elle veut qu'on aille à Magic Land, tout ça. On passe toute la journée là-bas avec les enfants. Madame Ndiaye, quand elle parle de ça, c'est avec un grand sourire. Donc ça fait plaisir aux enfants. Donc c'est très important d'amener ces enfants. En fait, c'est très important de les laisser entre les quatre murs, ça ne les aide pas. Oui, c'est ça. Ça les aide pas. Moi déjà, avec mes enfants, quand on ne sort pas, un jour, ils sont comme fous. Donc j'imagine bien. C'est Piaget qui disait que l'enfant qui ne joue pas est malade. Voilà, c'est ça. C'est les enfants qui ont le jeu dans le sang. L'enfant se développe dans le jeu. Donc il doit jouer comme tous les autres enfants. Il faut les laisser sortir, se balader, tout ça là. Je pense que c'est des enfants, ça les aide à grandir. C'est ça. Le jeu fait partie du développement de l'enfant. Ça c'est très important. Encore une fois, Piaget l'a dit, l'enfant qui ne joue pas est malade. Donc il faut faire jouer les enfants. Il faut les bombarder de jouer. C'est ça, c'est vrai. Même moi, ce temps passé-là, elle me dit, maman, je veux faire des formations. Je lui dis, va, elle faisait fruits et légumes, mais elle ne comprenait pas bien, mais elle va avec une de mes amies. Je lui dis, il faut partir, même si elle ne comprenait rien, il faut qu'elle aille. Elle est contente quand elle est revenue, elle est heureuse. Elle m'explique ce qu'on a fait. Et moi, je le fais, mais elle explique. Je dis, ah bon, vous avez fait ça? Elle a dit, oui, maman, on a lavé avec Javel. Après, on a dit de faire ça. Elle explique. Ça va, vraiment, elle s'avance avec. Et juste avant de passer aux recommandations et aux conseils, M. Gueye, vous avez parlé tout à l'heure d'orthopédiste, de kinésie. Voilà, tout ça. En fait, ils ont besoin de ça. Oui, évidemment, c'est pour le développement du langage. Je pense qu'il va évoluer lentement. Il va évoluer lentement, si. Alors, l'orthopédiste pourra intervenir à ce niveau-là. L'orthophoniste pourra intervenir à ce niveau-là, au niveau du son, au niveau du langage. Maintenant, le kinésithérapeute, tout ça, et tout, au niveau, par exemple, du déplacement, du mouvement. Parce que ça donne aussi un problème avec ça. Dans le développement psychomoteur. À ce niveau-là, le kinésithérapeute peut intervenir. Soit c'est pour les séances de massage, soit aussi pour les séances de mouvement répétitifs là. Qui les aide à être cohérents dans les mouvements et les articulations. Donc c'est différent du psychomoteur? Oui, non, c'est différent du psychomoteur. C'est-à-dire que au niveau des mouvements, le mouvement de l'enfant, si on va l'aider à marcher, si l'enfant a des problèmes de préhension, on va l'aider à bien développer avec la prise des objets. C'est à ce niveau-là qu'intervient le kinésiste. L'orthophoniste, par exemple, il intervient au niveau du langage, de la faculté oratoire. Le fait qu'il soit là pour lui faire répéter certains sons. Il y a même quelqu'un qui peut intervenir au niveau de l'aspect visuel, comme on l'a dit. On lui fait dessiner, par exemple, des graphiques. On va identifier qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que cette image, qu'est-ce que c'est que cette fille, qu'est-ce que ça représente, c'est un carré, c'est un rectangle, etc. Donc pour l'amener à pouvoir identifier les objets dans son milieu. Donc c'est pourquoi c'est un traitement pluridisciplinaire. Ce n'est pas un traitement unidisciplinaire, mais il y a d'autres disciplines qui interviennent dans le traitement de cet enfant-là. C'est pourquoi je dis que le couteau n'est pas impossible. D'accord. Et Madame Ndiaye, vous parlez tout à l'heure justement des dessins qu'il fait. Donc est-ce qu'au niveau éducatif, on doit plus intégrer ce manuel-là avec ses enfants? On a besoin de ça et former des enseignants spécialement pour ces enfants-là. Parce que la formation, ça reste encore. Ça reste encore. Et ce n'est pas la même chose. Un enseignant qui peut enseigner à l'école élémentaire, ce n'est pas la même chose avec un enseignant qui doit enseigner ces enfants-là. Et on a besoin de ça. Parce que les enfants en ont besoin. La prise en charge, vraiment. Est-ce qu'il y a des perspectives? Ouais, mais on va en parler. On va en parler. On va continuer d'en parler. Et justement, ça nous emmène justement aux recommandations et aux conseils. Je vais commencer par Madame Ndiaye. Vous, en tant que maman d'une personne de déficience intellectuelle et en tant que la présidente des parents d'élèves du centre CEDI, qu'est-ce que vous avez à recommander? Justement, la caméra est juste là à recommander
à ses parents et aussi à d'autres personnes? On leur demande la prise en charge. Les enfants ont besoin d'être encadrés. Les enfants ont besoin d'être encadrés, d'être éduqués comme les autres, d'être suivis comme les autres. Ce sont des enfants, ce sont des êtres humains. On doit vraiment faire de notre mieux pour vraiment encadrer ces enfants-là. Et ils en ont besoin. Ils en ont surtout besoin. Merci beaucoup. Je me tourne vers Madame Camara. Quelles sont les recommandations et les conseils que vous avez à donner en tant que maman, mais aussi en tant que formatrice de produits locaux? Moi, ce que je conseille aux mamans, c'est de laisser sortir les enfants, de leur protéger et de sensibiliser aussi les familles, surtout sur le cas de leurs enfants, et de savoir que ce n'est pas des possédés ni des enfants anormaux. Ce sont des enfants normaux comme tous les enfants. Et je leur conseille d'adhérer dans les associations, parce qu'il y a des associations qui aident à comprendre. Comme par exemple moi, c'est l'association des Mamans Soleil qui m'a aidé à bien comprendre. Donc je leur appelle d'adhérer, accompagner les enfants et de les laisser sortir, de ne pas les casser dans les maisons. C'est ce que je leur conseille. Vraiment, ce sont des enfants normaux comme tous les autres enfants. De ne pas écouter les autres familles, ou bien même s'ils sont délaissés par la société, il faut exiger leur exiger, les enfants, vraiment. Et je remercie tout le monde aussi, vraiment, je suis très contente. D'accord. Merci beaucoup. Et là, je pense justement à Mademoiselle Jong. Quelles sont les recommandations et les conseils? Vous êtes monitrice, vous gardez souvent des enfants et vous êtes aussi entrepreneur. Donc, qu'est-ce que vous conseillez? Moi, comme je l'ai dit au début, beaucoup d'amour et de patience. Parce qu'ils ont juste besoin de ça. Beaucoup d'amour et de patience. Même avec les enfants qui sont normaux, entre parenthèses, il faut de la patience. D'autant plus avec ces enfants-là, qui ont besoin d'être suivis. Et comme le docteur l'a dit, c'est un suivi, on va dire, pour toute la vie. Donc, beaucoup d'amour et de patience par rapport... c'est un conseil que je donne aux parents, de les aimer et d'être patients. Et aussi d'accepter l'état de leur enfant. Parce que si eux-mêmes, c'est un refus ou c'est un rejet, c'est compliqué. Donc, c'est à eux-mêmes d'accepter l'état de leur enfant pour pouvoir maintenant l'insérer dans la société. Et je rebondis aussi sur ce que Madame Ndiaye a dit tout à l'heure. On a besoin de former des gens pour pouvoir s'occuper de ces enfants-là. Merci beaucoup, merci. Et je termine avec M. Gaye, conseils et recommandations. Merci Prisca. Je pense que vous avez tantôt parlé des perspectives. Bon, ils peuvent être malheureuses comme ils peuvent être heureuses. Ça dépend. Ils peuvent être malheureuses si les parents qui sont là ne font rien, travaillent en vase clos. Ce n'est pas productif. Je pense que Mme Kamara l'a dit. Il faut militer pour la cause de la déficience intellectuelle. En arrivant à une association, ils vont porter ce combat-là. Ils vont faire de la sensibilisation. Ils vont faire des plaidoyers. Et dans tous les cas, la présence sera effective. Parce qu'il ne faut pas quand même peut-être avoir une opinion, un préjugé négatif. Même si on fait des promesses qui ne sont pas tenues, il faut continuer de se battre. C'est ça. Parce que rien n'est acquis dans ce pays-là, surtout pour le handicap. Rien n'est acquis. Aux États-Unis, quand on parle d'éducation inclusive, c'est les parents des personnes en situation de handicap qui se sont battus pour que les enfants soient restés à l'école ordinaire. Partout maintenant, on parle d'éducation inclusive. C'est les parents qui ont voté le macadam. Donc il faut aller jusqu'à là. Le plaidoyer et la sensibilisation demeurent votre meilleure arme pour faire bouger les lignes, pour que la prise en charge soit effective dans ce pays. Parce que la personne handicapée est une personne humaine, elle est différente, mais c'est une personne humaine. Il faut en finir avec les clichés sur le handicap. Il faut en finir avec sur le handicap et considérer la personne handicapée comme une citoyenne ou une citoyenne à part entière dans la société humaine. Voilà.
Merci beaucoup, M. Lay. Alors, j'aimerais conclure en disant qu'une personne qui vit avec une déficience intellectuelle ne définit pas sa valeur. Elle a le droit d'être respectée, d'être aimée, d'être inclue dans la société. Et il est crucial pour nous de pouvoir mieux s'informer sur cette condition afin de pouvoir être en mesure de les aider. Il est important d'arrêter les préjugés et les stigmatisations envers ces personnes et il est crucial d'avoir une prise en charge pour le bien-être de ces personnes. Je répète, une prise en charge. C'était un plaisir d'avoir justement dirigé cette émission et je remercie infiniment mes invités qui, malgré un emploi de temps chargé, ont tenu à être là, justement en la personne de Madame Ndiaye, de M. Lamine Gueye, de Mademoiselle Awadjon et enfin de Madame Camara avec qui j'ai partagé un excellent plateau et j'espère que leurs voix vont porter. Je remercie aussi tous mes techniciens grâce à qui l'émission a été faisable. Je remercie aussi Afrique Chic qui m'a habillée de cette belle tenue en wax ce matin et quant à vous, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Et si on en parlait.